Musina ni tata Nzambe o ya Musina. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, bonjour. La musique zaïroise moderne est le produit commercial zaïrois le plus connu au Zaïre et à l'étranger. Nous avons l'honneur et la grande joie de recevoir ici sur ce plateau, à Paris, le chanteur Taboulé Rochereau, superstar de la musique africaine, qui est le zaïrois le plus populaire et le plus apprécié d'après une agence britannique de communication. Il est le premier invité de marque de notre nouvelle émission télévisée qui s'appelle Cœur de l'Afrique en Europe, qui est produit par le jeune businessman Pat Moulumba, qui est très connu dans le cercle des producteurs de Paris. Mbote Taboulé, je suis très ému de vous saluer dans une des 4 langues nationales du Zaïre, le Lingala. Mbote Nayo Lokola. Bon. Tout le monde attend que vous parlez. Le monde politique de Kinshasa, la capitale du Zaïre, les habitants de votre pays d'origine, les mélomanes zaïrois ou africains éparpillés en Europe et dans le monde. Et il y a aussi, ça c'est très important, le public blanc qui s'intéresse à la musique africaine. Je signale ici que vous avez déjà récolté à Paris un succès formidable à l'Olympia du vivant de M. Bruno Cocatrix. Quel est votre commentaire sur ce que je viens de dire? Je crois que tout ce que vous avez lancé comme éloge à mon endroit ne me fait que m'émouvoir et me combler de contentement. Néanmoins, je dois être et rester toujours humble comme à mes débuts. J'ai tellement eu des éloges le long de ma vie et une fois de plus, je vous remercie non seulement à vous, mais aussi aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous regardent à travers non seulement notre pays et peut-être dans tout le continent africain et pourquoi pas dans d'autres cieux occidentaux ou orientaux qui nous regardent, quoi. Nous allons parler à cœur ouvert. Regardez-moi bien dans les yeux, monsieur Taboulé. On attend la vérité sur les questions que les gens se posent. Hein? Malheureusement, ma collègue Cybèle, qui est une Française, n'est pas là parce qu'elle est un peu souffrante. Bon, je vais vous poser une question qu'elle devrait poser. Elle est française. Elle se demande pourquoi vous portez un surnom français, Rochereau. D'abord, avant de vous répondre, j'aimerais bien, au lieu de te regarder toi, parce qu'on peut se tutoyer, toi et moi, mais j'aimerais bien regarder nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, et c'est dans leurs yeux et face à eux que je vais répondre. Ce petit nom et ce grand nom de Rochereau n'est autre qu'un nom français qu'on a collé à ma peau en 1954 quand j'avais 14 ans, banalement lors de la leçon d'histoire. L'instituteur a posé la question de savoir quel a été l'officier général qui a mené la campagne de Suisse pour le compte de Napoléon et qui a gagné la bataille. Toute la classe ne connaissait pas, n'eût été que moi, et j'ai répondu c'était d'Enfer Rochereau. Et à ce moment, toute la classe a été punie, on leur a coupé les poings, certains on a tabassé dessus, vous savez comment c'était à notre époque. À l'époque, oui. Et j'étais le seul qui a gagné les points,
Et en plus, les amis ont commencé à se moquer de moi. Ils m'appelaient Rochereau. Et ça ne me plaisait pas. Au début Du tout. Pendant moins 6 mois, 1 an, moi, je ne voulais pas entendre parler de cela. Et quiconque m'appelait comme ça, c'est comme s'il m'injurait. À cette époque-là, bon, de fil en aiguille, ça s'est collé à ma peau. Et j'ai trouvé autre façon de penser. J'ai dit, bon, autant accepter que de... Et la musique aidant, tout le monde a commencé à m'appeler Rochereau. Bon. Maintenant, vous vivez aux États-Unis. Vous vous rappelez de Ali Boumie? Je sais, Ali Boumie, c'était lors du combat, du grand combat qu'on appelait le combat du siècle entre Mohamed Ali et Cassius Clay contre Foreman au Zaïre à cette époque. C'était en 1974. Bien sûr, j'étais au premier rang à côté du ring et Mohamed Ali a su amadouer le public zaïrois en adoptant certains slogans tels que Ali Boumie, c'est-à-dire Ali tue-le, et comme Foreman n'avait pas suivi le mouvement, il était perdant dans cette affaire et tout le monde a suivi Ali. Ouais, toujours dans ce cadre-là, moi je vais vous parler du festival de musique qu'on avait organisé. On avait vu Michael Jackson, ses frères, on avait vu James Brown, le latino-américain Pacheco, B.B. King, on a même vu Diana Ross avec les Suprêmes. Bon, vous qui résidez maintenant aux États-Unis, est-ce que de temps en temps, la presse ou les milieux artistiques vous parlent de cet événement-là? Je crois que non, rarement, parce que c'est vraiment à reculons. C'est tellement loin, cette époque 74 à aujourd'hui, il y a eu tellement d'événements plus importants sur le plan artistique. Néanmoins, certaines personnes du show business, quand ils me rencontrent, et surtout dans l'appellation Zaïre, cette appellation a été plus usitée à partir de ce grand combat. Vous êtes du Zaïre où Foreman et Ali ont été se battre, et je crois que c'est sur ça, mais quand à parler à cet événement, je crois qu'il était un peu très reculé dans la mémoire des gens. L'occasion ne se permet pas encore, par exemple, pendant mon passage, pour qu'on me pose la question. On dit que votre voix a changé depuis les années 60 quand vous étiez dans le groupe musical African Jazz. Quel est votre avis? Dans une certaine manière, ils ont raison, parce qu'à cette époque, d'abord, je mesure 1,78 m et je pesais 78 kg. Aujourd'hui, je pèse 93 kg. Le gabarit a augmenté. Les muscles vocaux ont attrapé un volume un peu plus grand. Il y a de quoi, c'est normal que le timbre de la voix ne soit plus le même. Mais cela ne dit pas que la voix ne soit plus belle. Je crois que en musique, plus la voix vieillit, plus elle devient tendre. Reflet
propos de Luambo Makiadi Franco, dans sa dernière interview télévisée accordée à notre confrère Lukuku Sampu de Télé Zaïre, Luambo Makiadi avait avoué ses pratiques fétichistes qu'il avait d'ailleurs abandonnées. Dites-nous sincèrement, Taboulé, n'avez-vous jamais eu recours aux fétiches? Moi, j'ai jamais eu recours aux fétiches, ça tout le monde le sait, et moi-même d'abord, et les féticheurs, s'ils existent, ils se demandent si je suis déjà passé chez eux, et Dieu lui-même, s'il y en a un, sait que moi, je ne recours jamais aux pratiques fétichistes. S'agissant de Franco, je n'ai pas apprécié cet acte-là, d'aller comme ça, raconter, même si c'était vrai, il le faisait, c'était une aberration, c'était une bassesse, un recul dans la dignité de quelqu'un. Je n'ai pas apprécié. Je lui ai dit ça quelques jours après quoi, qu'il a fait la déclaration, parce qu'il est mort peut-être 1 an ou 1 an et demi après. Parce que 4 jours après, il m'a invité à aller le voir et je n'ai pas mâché mes mots. Parce que mon père m'a appelé, il me dit, dites à ton frère de ne jamais raconter telle chose en public. Parce que quand quelqu'un essaye d'étaler pareille chose en public, c'est qu'il sent sa fin. Si Franco avait encore la vie, je crois qu'il ne se permettrait pas de dire autant de choses.
de vos activités musicales depuis que vous êtes expatrié? Depuis que je suis hors du pays, ça a été plus difficile que quand j'étais au pays. Non seulement parce que c'est difficile, mais c'est parce que les données économiques dans le monde entier a tellement subi de revers que pour s'y tenir, s'y adapter, n'est pas chose facile. Mais néanmoins, depuis 2 ans et demi, ça a redécollé et je suis en train de rattacher toutes les petites pièces du métier qui étaient décollées, quoi. On dit que la musique zaïroise qu'on enregistrait à Kinshasa sur 6, 8 ou 10 pistes était de meilleure qualité, et ce label de qualité n'existerait plus actuellement malgré les studios ultramodernes utilisés en Occident par les musiciens zaïrois. Quel est votre avis? Je ne suis pas d'accord avec cet avis parce que vous savez que la technique évolue, évolue non pas dans le sens de la régression, c'est dans le sens du progrès, mais cela n'empêche pas que certaines personnes ne distinguent pas qu'à tous les coups de la vie, on ne réussit toujours pas ce que l'on réalise. On peut aller dans un studio de 120 tracks tel que moi j'ai réalisé un enregistrement avec Peter Gabriel à Box dans son studio le plus grand et le plus ultra-moderne du monde et ne pas réussir le succès d'un album. Par contre, il est vrai, avec le système d'enregistrement que nous pratiquions aux Zaïre dans les studios tels que Renapec, qui à cette époque était à la pointe de la technique, parce que c'était les machines Studer à cette époque, et les machines Studer jusqu'à présent font parler d'elles. Et cette installation était de pointe parce qu'en Afrique, ça n'existe qu'au Maroc, au Zaïre et en Afrique du Sud. Et c'est un matériel allemand, suisse, donc ça valait la peine. Et c'est pourquoi le Zaïre, la musique du Zaïre a été en avance par rapport à d'autres. Mais aujourd'hui, quand vous balancez les morceaux réalisés à Renapec, vous sentirez qu'il y a des choses que vous pourrez apprécier. Par exemple, on me donnait le paquet sur les voix, mais il n'y avait pas la batterie. Pourtant, la batterie était en studio. Parfois, les tam-tams ne s'entendaient pas. Parfois, il y avait trop de basses et moins de... Donc, c'est relatif. Vous savez que quand Zaïko est né, c'est la plus mauvaise musique du Zaïre de cette époque-là. Parce que je suis un des cofondateurs de Zaïko. Je suis le financier de Zaïko. Il m'écoute en toute sincérité, en toute franchise. Je suis la première personne qui a sorti mon argent, mes instruments, et nous avons fait naître le Zaïko. Après, le vieux poteau m'a emboîté les pas. Après, d'autres personnes sont venues, mais j'ai toujours été dans le sillon de Zaïko, et toute la jeunesse zaïroise le sait, pour que Zaïko ne puisse pas se faire perdre. Et c'est la plus mauvaise musique du Zaïre de cette époque. Mais le contexte était tellement autre que ça devait connaître un succès. Pourquoi? Parce que cet orchestre-là était composé à la base et était suivi et sponsorisé par des jeunes, des enfants, des autorités. Ils avaient l'argent, ils avaient les voitures, ils avaient tout. Et quand bien même que la majorité des musiciens n'étaient pas des enfants des grands riches, mais ils étaient des amis des enfants des grands riches. Donc, eux, au moment où l'orchestre jouait, ça leur disait rien du tout si c'était beau ou c'était mauvais. L'essentiel, c'est d'aller rencontrer les jeunes petites filles qui étaient très belles, des beaux garçons, voir les gens avec des voitures et tout. Alors que les grands orchestres, c'était pour, pas des vieux, mais leurs parents, leurs grands frères, leurs cousins, leurs papas. Donc, il y avait un courant nouveau qui était né et qui
a connu une faveur du succès comme cela. Et avec le recul du temps, ils ont commencé à s'améliorer jusqu'à devenir ce qu'il y a. Bon, ça, c'est un passage. Toutefois, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dire que la musique zaïroise a régressé ou a progressé, c'est relatif. C'est quelle musique? Ça dépend de l'artiste. Tel artiste est descendu par rapport à ce qu'il était avant, tel artiste a monté par rapport à ce qu'il est actuellement. Et dans le contexte général, moi je trouve que la musique zaïroise a battu tous les records possibles parce que elle n'est pas restée en laisse, en reste. Beaucoup de musiques sont venues la concurrencer, parfois la mettre un peu de côté. Cette musique a connu un peu de tangente, mais chaque fois elle revient et elle est présente. Maintenant, au moment où je vous parle, elle est tellement présente dans le monde entier que dire que c'est en baisse, je ne crois pas. J'entends dire qu'une de vos danseuses vit dans le cercle restreint de Michael Jackson. Bien sûr, j'ai une jeune fille qui actuellement vit dans le ranch de Michael Jackson. Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle est en même temps étudiante à l'université UCLA, université de Los Angeles, mais elle est dans le ranch de Mike Jackson. Elle a travaillé avec moi et elle apprend à Mike Jackson les danses africaines par rapport à sa prochaine tournée dont le plus long passage se situerait en Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Zaïre, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans beaucoup de pays, je ne sais pas lesquels, mais comme je n'habite pas loin non plus à Los Angeles, Los Angeles est grand, mais j'habite à deux places. Mes musiciens habitent à Anaheim, moi j'habite à Oxnard, à côté de Ventura, où Mike Jackson habite aussi. Donc je connais un peu les choses. Et au moment où je vous parle, même parlant de mon album
Mouzina Mike Jackson a ça chez lui, il s'entraîne dessus. Ah, c'est une très bonne nouvelle pour la musique zaïroise. Bien sûr. Parce que Michael, c'est pas n'importe qui. Bon, je reviens à ma question sur ce chanteur qui a fait sa carrière dans Zaïko, qui fait maintenant une carrière en solo entre guillemets, c'est Papa Wemba. Il a contribué au patrimoine culturel zaïrois. On dit qu'il est le numéro 1 de sa génération, la 3e génération. Et il n'a jamais été décoré par les autorités zaïroises, bien que tout le monde le considère comme un des ambassadeurs culturels du Zaïre. C'est dommage, n'est-ce pas? Ce n'est pas dommage, parce que moi-même qui parle ici, j'ai bientôt 40 ans de musique. Je n'ai jamais été décoré même de la médaille de porcelaine au Zaïre. C'est un pays drôle, hein? Donc, il ne faut pas attendre qu'on décore Papa Wemba aujourd'hui. Je connais que toutes les petites filles qui ont chanté, je ne vais pas les citer, ont été décorées d'ordre de léopard en chevalier, en officier, en tout. Et bientôt elles seront commandeurs. Curieusement, les garçons, Franco, pour se faire décorer, quelle gymnastique il n'a pas déployé. Et une personne comme moi, je ne crois pas pour être décoré que je prenne mon bic et sollicite d'être décoré. Bon, que dire de Papa Wemba? Peut-être que votre interview pourrait contribuer à ce que les oreilles intéressées puissent entendre ça et peut-être puissent pouvoir le décorer s'il en veut. Mais moi, personnellement, le temps est tellement passé que recevoir ça, je préférerais qu'on me la donne à titre posthume, comme on a fait avec Abeti. Mama
tabloïds, la radio, la télévision ont parlé du cas pénible du chanteur-guitariste Johnny Bokello. Malade, il a été secouru in extremis par une association humanitaire baptisée Bana Sesengenge, dirigée par une jeune dame, Mamaye Moke. Bokello, d'après ce que je sais, est fauché. Mais c'est une situation qui n'est pas propre à Bokello. On a mené notre petite enquête. Les musiciens zaïrois, après des années de production, de succès, se retrouvent souvent fauchés. Quel est votre sentiment? C'est pas étonnant. Revenons un peu à ce cas de Bokello. Je vous apprends, peut-être à votre surprise, qu'il y a 4-5 jours, il nous a quittés. Dieu l'a rappelé à lui, il n'existe plus. Parlant de secours qui lui ont été apportés, ou même in extremis par l'une association, ou une personne, ou un organisme, mais cette aide-là et ces assistances sont tellement tardives que ça fait plus de 4-5 ans que ce mec est malade. Si on doit venir le secourir et que une semaine après ou 2 mois après il meurt, je crois que ça ne... c'est une aide malvenue. Il y a aider et façon d'aider. Maintenant revenons à ce que vous dites, les musiciens zaïrois meurent fauchés, tout. Moi je crois que tous les artistes zaïrois qui ont marqué leur vie d'une pierre indélébile de leurs œuvres ne meurent jamais pauvres. Ils meurent riches. Mais les lieux et les emplacements où leur richesse s'entasse est tellement épars qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes de comment mettre la main dessus pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Cela est un problème d'organisation et de structure d'ordre général, pas d'ordre individuel. Prenons le cas de notre grand maître Lomo Makedi, dont on a fait beaucoup d'éloges sur le plan structurel, organisationnel et tout. Et quand il est mort, après sa mort, Dieu seul sait. Et je regarde ma caméra. Si ces enfants me regardent, ils savent quelle souffrance ils ont, quelles difficultés ils ont, nonobstant et malgré quelques monuments de bâtiments qui sont debout que leur papa a laissés. Je crois que cela va avec les structures du pays même. Comment voulez-vous un pays qui ne pose pas des bases d'après les bonnes santé des gens? Parce que dans nos pays-là, même les chefs d'État qui sont là, eux-mêmes ne créent pas une structure d'écrit pour assurer leur propre retraite. Parce qu'ils se disent non, si je fais un texte pour assurer la retraite d'un chef d'État, c'est comme s'ils vont me retirer, ou je prépare la retraite d'un ministre, ce n'est pas bien. Donc, un ministre aujourd'hui, quand il quitte, si ce n'est pas bien maîtriser sa petite richesse, il devient délinquant. Un chef d'État qui quitte, il est à la merci de tout le monde. On le prend, on lui coupe les oreilles, le nez et tout, on le tue. Donc, parce qu'eux-mêmes n'ont pas respecté le corps et la santé des autres. Si bien qu'à chaque fois qu'ils sont à la dérive, on attend aussi pour leur rendre la monnaie de ce qu'ils ont fait. Moi, je crois qu'il n'y a pas que les musiciens, il y a aussi les politiciens, il y a les commerçants, il n'y a aucune structure qui est établie ni par la Constitution, ni par les réglementations, ni par les lois de nos pays, pour que l'on puisse respecter le droit de quelqu'un. À partir de ce moment, même les chefs suprêmes de nos pays sont à la merci des malheurs. Après l'occupation de leur poste ou de leur fonction, c'est de leur faute.
cet album, il y a une chanson qui intéresse particulièrement les Zaïrois. Je mâche bien mes mots. Il s'agit de réquisitoires. Bon, ça les intéresse pourquoi? Parce que ça cadre avec leur marche vers le processus de démocratisation. On veut savoir comment l'inspiration vient dans une chanson comme Réquisitoire. Je crois que cette inspiration, elle est très facile à venir, parce que d'abord je me suis fait un devoir avec moi-même et une obligation que dans tous mes albums, je vais inclure une chanson à caractère politique non moins gênant. Je ne partirai pas d'une chanson qui générait ni l'écoute des apolitiques, ni les écoutes des politiques. Et c'est pourquoi j'avais commencé par un thème un peu dur, comme le glas à sonner, parce que je devais sonner le glas, j'ai sonné là. Le glas comme quoi, bon, maintenant on commence. Et j'ai continué avec Réquisitoire pour attirer l'attention du peuple et de ceux qui se croient être les autorités, que l'État dans notre pays n'existe plus. Chacun se met à la débrouille. On dit qu'il n'y a que le petit peuple qui se met à la débrouille. Non, mais les autorités, ils font de la gymnastique pour vivre. Parce que vous avez une belle voiture. Bon, vous êtes ministre comment dirais-je, de travaux publics. Vous sortez avec votre voiture, la route n'est pas bonne. Et vous n'êtes pas à l'aise. Donc, l'État n'existe plus. Les gens font ce qu'ils font. Les gens vont au boulot quand ils veulent. Et non seulement ça, le pays va tellement à la déprime que bientôt, un petit pays ou un grand pays quelconque naîtrait avec des idées expansionnistes en Afrique, viendrait un jour planter son drapeau aux Zaïre et dire bon, je vous fais marcher au pas. On ne pourra plus faire autrement. Parce que telle est l'histoire. On ne sait pas d'où viendra le vent de l'impérialisme ou de l'expansionnisme. Qui savait qu'un jour l'Allemagne serait à la base de la première et de la deuxième guerre mondiale, alors que c'est les peuples du même sang avec les Belges, les Français, comme ça. Et c'est ce que j'attire l'attention des Zaïrois. Il est temps qu'ils se réconcilient et que les responsables qui se disent de droite ne doivent pas négliger ceux qui sont de gauche, et que ceux de gauche ne doivent pas négliger ceux de droite. Ils doivent pratiquer ce qu'on appelle la tolérance, l'acceptation, parce que nous avons tellement perdu de valeurs, d'archives vivantes, que le peu de gens qui nous restent là, que on puisse les garder, ne serait-ce que pour tirer des enseignements. Cœur de l'Afrique, notre nouvelle émission continue. Nous sommes en direct avec le Seigneur Lay. Nous allons entamer notre deuxième thème, la politique. Monsieur Taboulé, réquisitoire a des couleurs politiques. Politiquement, comment vous vous situez? Dans le cadre du Zaïre, évidemment. J'ai dit que le réquisitoire a tout à fait la coloration politique. C'est parce que je m'étais fait en moi-même un devoir en tant que le doyen des artistes zaïrois, comme nous avions déjà chanté à l'époque de la table ronde et on a continué, et même pendant la Deuxième République, dans les positions qui étaient celles d'hier, aujourd'hui dans la position de la démocratisation. J'ai fait appel à cet esprit de la chanson de réquisitoire pour appeler les bonnes âmes des autorités et du peuple à concevoir ce qu'on appelle la réconciliation, la tolérance, pour sortir le pays du bourbier où il est en train de vivre. Je crois que réquisitoire n'est autre chose que la citation de certains fléaux qui font que notre pays n'avance pas. Mais politiquement, vous vous situez comment? Moi, normalement, je ne peux pas dire que je suis apolitique,
Avant, j'étais apolitique dans ce sens que j'étais inconscient et cela m'a coûté trop cher. Jusqu'à ce que j'ai dit, mais on me fait impliquer dans la politique sans que ma tête ne puisse penser à une position quelconque ou à un engagement ou à un attachement quelconque dans les affaires de la politique. Et surtout à l'époque où on était dans le MPR, vous connaissez le slogan et la devise du parti, c'était Olinga, Olingate aux Alliés. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, même dans le ventre de ta maman, tu es du mouvement populaire de la Révolution à cette époque-là. Donc vous savez ce que c'était les incidences d'être marginal à cette époque-là. Maintenant que le vent de la démocratisation est venu, moi, ma position, elle est celle du changement. Je dis bien du changement. Je n'appartiens à aucune classe politique, dans ce sens que, aujourd'hui, au lendemain de l'appel à la démocratisation qu'avait lancé le président du Zaïre à cette époque, il paraît que c'était le 24 avril 1990, il eut au moins 100 à 200 partis politiques. Alors que tous ces gens qui ont créé les partis politiques ne savaient pas que la politique ne se fuse que sur deux circuits, c'est-à-dire le mécontentement, c'est-à-dire l'opposition, et le contentement, c'est-à-dire la mouvance. Moi, je suis dans ce qu'on appelle le souhait du changement. Maintenant, il faudrait se poser la question, est-ce que, comme moi je veux le changement, suis-je dans l'opposition? Comme moi je veux le changement, suis-je dans le pouvoir? Je dis ceci, ma notion est celle-ci. Moi je suis le capital, je suis capitaliste, je suis libéral. J'aspire au capital. Le capital, c'est pas dans le sens d'amasser des sommes, non. Des sommes d'argent pour devenir milliardaire, non. Le capital, c'est-à-dire assurer le développement du pays par l'implantation des outils de développement sur le plan industriel, manufacture, et des mines, des routes, l'agriculture et tout. Ça, c'est mon souhait. C'est ça qu'on appelle le capital. Et il y a de ces pays dans le monde qui se nomment capitalistes parce qu'ils aspirent à ce genre d'esprit de développement par l'industrie et par le commerce et en donnant la priorité sur l'économie et ce qu'on appelle le matériel. Ce n'est pas que pour ça que je suis matérialiste. Mais est-il que, par le temps qui court, si votre pays est mal développé, vous êtes en reste de tout le monde et vous allez connaître tous les mots possibles. Donc je suis pour le changement. Or, qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, là, le changement, on dit que ceux qui sont du changement, ce sont les gens de l'opposition aux Zaïre. Mais je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, là, même la mouvance du présidentielle aspire au changement. Parce que s'ils ne suivent pas le changement, ils savent ce qui leur arrive. Les temps où ils mettaient des freins au changement, ils ont su ce que c'était. Ils vont dire c'est parce que l'UDPS, parce que... Non, mais c'est parce que le temps du changement est arrivé et que le président du Zaïre, un jour, a prononcé que j'aspire à la démocratisation, il faudrait que les partis viennent et tout. Et les partis vinrent. Et quand les partis sont venus, à ce moment-là, il y a eu maintenant ce qu'on appelle la dynamique et ce qu'on appelle les méandres de l'évolution politique. Aujourd'hui, nous n'avons que deux partis, qu'on le veuille ou pas, la mouvance et la mouvance et l'opposition radicale, comme on appelle. Il n'y a même pas de parti central chez nous. Il n'y a pas de centriste. Parce que ce qu'on appelle la société civile adhère soit à l'opposition parce qu'il est mécontent, il ne gagne rien dans le pouvoir, ou alors il quitte carrément le pouvoir parce que les rênes du patrimoine sont tenues par la mouvance, ils vont de l'autre côté.
Moi, je pense qu'au point où on en est, tout le monde est nécessaire. Et ceux de l'opposition et ceux de la mouvance. Moi, aujourd'hui, j'aurais souhaité être dans la mouvance. J'aurais souhaité. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans la mouvance, c'est eux qui ont l'armée, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux. Moi, je préférerais faire l'opposition radicale dans la mouvance. Leur dire, voilà, je suis de votre parti, de votre esprit, mais le chemin que nous sommes en train de suivre de façon à freiner l'avancement de la démocratisation ne nous amène nulle part. Parce qu'un beau jour, ce serait un carcan, l'impasse, et il y aura l'explosion. C'est tout le monde qui paierait, non seulement ceux de l'opposition, même vous qui êtes dans la mouvance. Or, ceux qui sont dans l'opposition, les pauvres, on les a mis tellement à l'écart qu'ils ont les mains liées. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils sont radicaux, ils disent, ceux de la mouvance, ils mettent leur tête, on coupe avec la guillotine ou on fait comment? Vous voyez ma position dans cette affaire. Et je ne suis pas celui qui irait dans la mouvance pour se mettre à genoux, pour dire, moi je manque ceci, il faudrait me donner les biens de première nécessité. Non, parce que j'ai prouvé aux yeux de la mouvance présidentielle que sans eux, je peux vivre. Et je dis aux amis de l'opposition avec lesquels nous avons combattu que le temps est venu que l'on puisse se donner la main et se poser les questions pourquoi nous sommes en train de marquer les pas. Jusqu'à présent, on n'a pas encore posé la question. Personne ne veut reconnaître la valeur de l'autre. Aussi longtemps que nous resterons dans cette position-là, nous n'irons nulle part.
les élections au Zaïre. Moi, j'aimerais savoir, depuis l'indépendance du Zaïre en 1960, avez-vous toujours voté? Je vous ai dit que personnellement, la politique ne m'intéressait pas beaucoup. Et un jour, je me suis senti coupable. C'est ce qui dit que le plus souvent, si on a voté 20 fois au Zaïre, je n'ai jamais voté 2 fois. Je fais semblant d'aller voter, je ne suis jamais allé voter parce que ça ne m'intéressait pas. Mais je me suis rendu compte que tous les Zaïrois ont commis une erreur de ne pas s'intéresser à la politique. Alors les plus malins, les plus rusés, se sont intéressés à la politique. C'est eux qui ont gagné plus que tout le monde. C'est eux qui commandent le pays. C'est eux qui ont fait tout. Moi, je crois que la génération qui vient, qui sont après nous, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ou ceux qui ont été au pouvoir hier, ils ont adhéré à la politique à l'âge de 20 ans, 24 ans, 30 ans. Il y a lui-même des chefs d'État qui ont été chefs d'État à l'âge de 34 ans. Aujourd'hui, tu vas te présenter à 50 ans, je vais être chef d'État de mon pays. On dit, ah, il est trop jeune. Ce petit-là, qu'est-ce qu'il veut? Ah non, il est temps que la jeunesse montante puisse s'intéresser à la politique. Il y a la richesse dans ce pays-là. Il y a tout dans ce pays-là. Tant que les Zaïrois jeunes, qui aujourd'hui a 19 ans, 20 ans, 30 ans, ne veut pas s'intéresser, un beau jour, il y a des gens d'à côté qui iront prendre ce pays-là et ils se mettront à genoux pour commander leur propre richesse. J'appelle à toute la jeunesse de prendre conscience qu'ils doivent faire la politique. Qu'ils le veuillent ou pas, s'ils ne font pas la politique le feront. À notre époque, nos pères nous disaient, ah non, ne faites pas politique, vous allez mourir, on va vous tuer. Mais si on fait maintenant le constat des personnes apolitiques qui sont mortes par rapport aux politiques qui sont morts, ceux qui se sont le nombre le plus élevé de rescapés, ce sont ceux qui se... Ceux qui n'ont jamais fait de la politique. Je n'ai pas voulu dire ça. J'ai voulu dire que ceux qui sont restés plus en vie, ce sont ceux qui ont fait la politique. Et la politique de pointe, et la politique de dictat, et la politique de submersion des autres. Parce qu'ils se sont entourés de tous les outils possibles, financiers, militaires, sécurité, pour que l'on ne puisse pas les embêter. Pourquoi nos enfants ne s'intéresseraient pas à la politique? Je ne les envoie pas à la mort. Qui me disent, s'ils ont un oncle qui était maçon, qui était fonctionnaire, mais la plupart sont morts parce que le pays a été tellement mal préparé que ces fonctionnaires sont morts de découragement, de maladie, sans les moyens de se soigner. Ces maçons, ces musiciens, c'est tout le monde. C'est comme si c'était des gens sans défense. Mais quel effet ça vous fait que votre fils soit enterré ici à Paris et non à Kinshasa? Mon fils ne pouvait être heureux que d'être à côté de moi. Tant que je ne pouvais pas rentrer au Zaïre, il serait heureux ici. Ma vieille mère qui était à cette époque là-bas, et en tant que fils unique, dépourvu de tous les moyens et de tout leur confort, ne pouvait pas avoir un cadavre aussi cher que celui qui est mon fils pour enterrer. Elle me dit, mon fils chéri, tu m'envoies ce cadavre ici, je ne pourrai pas l'enterrer avec les honneurs dus à son rang. Autant le faire là-bas où tu es, le jour que tu rentres avec. Parce qu'un cadavre, ça peut être les os, ça peut être la chair, ça peut être la terre où on a enterré quelqu'un. Le jour de ma rentrée, je rentrerai avec mon fils. Excusez-moi de vous avoir posé cette question, mais c'était quand même capital parce que c'est une question que beaucoup de Zaïrois se posent. Et à propos de vos enfants, je vous félicite parce que vous avez pu les élever correctement et il y a beaucoup qui sont des diplômés universitaires. Il y a des licenciés, il y a des gradués. Il y a des gradués.
qu'on appelle ici les gens qui ont ici en France, les gens qui ont des deugs. Moi, j'aimerais savoir quel effet ça vous fait de marier votre fille, hein, vous qui avez chanté des dizaines des femmes. Moi, je pense que c'est un sentiment de satisfaction et un sentiment exemplaire parce qu'après moi, avec beaucoup de satisfaction, j'ai constaté que Wemba marie aussi sa fille. Donc il n'y a jamais un sans deux. Vous avez toujours chanté Kinshasa et vous continuez à le faire. Peut-on
dire que vous avez la nostalgie de Kinshasa, peut-on dire que vous envisagez un retour? Ben, la nostalgie de Kinshasa ne manquerait pas, d'autant plus que c'est la capitale de mon grand pays. Autant les Français chantent Paris, autant les Américains chantent New York, et d'autres chantent les capitales de leur pays. Pourquoi ne pas chanter, louer la capitale de mon pays, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai tout fait toute ma vie? La nostalgie, elle est plus grande, elle est grandissante du jour au jour. Toutefois, vouloir rentrer aujourd'hui dans mon pays ne me rassure pas encore. J'ai des incertitudes, d'autant plus que vous veniez de me poser des questions sur le plan politique. Je crois que beaucoup de gens ne savent pas dans quel courant que je passais, à quelle famille j'appartenais. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique, mais j'appartiens au courant du changement. Et le changement pour le bien de tout le monde. Il a toujours été très difficile à quiconque de soutenir une idée populaire de survivre. Mais néanmoins, on est obligé de le faire parce que je suis l'homme du peuple. Mais devoir rentrer en mon pays, c'est d'abord une obligation, un devoir. On a toujours dit le salaire de l'exil est un salaire amer. Je ne pourrai jamais me sentir mieux à l'aise que dans mon pays. Mais une fois que toutes les conditions sont réunies pour que je puisse y vivre en paix, à la première occasion, je sauterai dans l'avion pour rentrer dans mon pays.
arrive à la fin. Les bonnes choses ont malheureusement une fin. J'aimerais savoir, vous aurez bientôt 55 ans. En tant qu'homme, qu'est-ce que savez-vous avec certitude? Ce que je sais avec certitude, c'est d'abord la grandeur de Dieu. Dieu a fait que pendant 50 ans, plus de 50 ans, j'ai été conservé en bonne santé. Comme disent les ancêtres, on ne peut pas se féliciter d'une santé, mais je rends gloire et grâce à Dieu. Je tape sur la table. J'ai rarement été sérieusement malade. Donc je suis attaché à Dieu, non pas dans l'esprit de dire aux gens allez pratiquer la religion bouddhiste, catholique et tout ça. Chacun a sa foi inacalée selon son cœur et sa conscience. Mais ce qui m'a plu dans ma vie, c'est que j'ai choisi au hasard un métier et une carrière qui n'en était pas une en Afrique. La musique n'a pas été une carrière en Afrique. Avant Rocho, avant Franco, je vous le jure, et je vous le dis, en vérité et en vérité, personne n'a jamais vécu avant nous du produit de la musique, si ce n'est que des Nigérians, dont le pays est habité par au moins plus de 100 millions d'habitants et qui pouvaient se permettre de vivre avec le produit de la musique. Aujourd'hui, même dans les pays les plus petits, vous trouverez des Rwandais, des Ougandais, qui sont des grands artistes, qui peuvent vivre du produit de la musique. Ceci étant, je pense que j'adresse à tous mes jeunes collègues d'avoir foi en cette carrière que nous avons pas initiée, que nous avons relevée, dont nous avons relevé la sauce. Mes vifs remerciements vont à des gens comme Manu Dibango, qui a joué avec moi dans un orchestre de nationalité camerounaise, fait la fierté de toute l'Afrique. Des gens comme Gérard Kwesson, qui, tout en étant plus artiste musicien, nous entoure de ses conseils et de sa préoccupation pour que la musique africaine aille de l'avant. Je peux citer tous les jeunes. Je remercie Salif Keita, Youssou N'Dour, mon jeune frère de la Côte d'Ivoire qui fait le reggae, comment il s'appelle encore? Alpha Blondy, tant de gens, des jeunes filles, Tchalamwana, Billy Abel, Fayates, Aïcha Kone, Naya Kapel, Tokilala, et ils sont tellement nombreux. Toutefois, je reviens à la société civile. Les jeunes gens de tous les pays d'Afrique doivent prendre conscience de la chose politique. Tant qu'ils ne feront pas politique, ils vont toujours dire ah, nos pays ne marchent pas, nos pays ne marchent pas, nos pays ne marchent pas, jusqu'à ce qu'eux-mêmes sont vieux, les cheveux tout blancs, alors qu'ils ne seront pas en mesure de mettre leurs propres enfants ou leurs propres petits-enfants sur le chemin de diriger nos pays différents. Tous nos chefs d'État dont vous aviez entendu les échos, les noms, ceux-là de la première génération, les ministres, les dirigeants, je ne vais pas me perdre à citer leurs noms ici, pour ne pas me perdre dans la démagogie, ont commencé ce métier très jeunes. Et ils en sont morts vieux ou jeunes dans l'exercice de leurs fonctions ou après. Donc prenez conscience, faites la politique, non pas pour devenir un dirigeant, mais pour orienter le bien-être de nos populations. Na
kaka nzambe kisi nanga bana bomwana losambo na yawe baso oyo bayebanga na bomwana nanga ntango yango babenganga mwana ya basango nzoto nanga nzoto oyo elela kaka nzambe kisi nanga bana bomwana. Il n'y a rien à dire car les résultats sont là. Tout ce que je souhaite, qu'il continue à encadrer la femme zaïroise comme il a toujours fait et à lui donner sa vraie place au sein de son orchestre. Il est grand, il y restera. Moi je m'appelle Elze et je suis de la Martinique. Et en ce qui concerne l'interview de Monsieur Rochereau, je le trouve formidable. Tout ce qu'il a vécu et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Et ce que je demande, c'est qu'il continue sur la voie et qu'il y ait d'autres personnes qui puissent lancer